Bon, ben, bien bonjour pour cette nouvelle vidéo. C'est la troisième podcast. Voilà, ben, encore une fois, on va répondre à vos questions de manière le plus simplement possible, avec humilité et juste pour vous donner des pistes et faire profiter de notre expérience. Ben, n'hésitez pas à commenter, à laisser des messages à chaque fois. Donc, ça nous fait plaisir et à liker si vous pouvez. Donc, voilà. Ben, écoute, Anthony, on y va. Bonjour à tous, salut Chris. Alors, première question pour le podcast de cette semaine, c'est une question sur les cuisses. Donc, est-ce que faire du squat et de la presse dans une même séance est une bonne idée si on fait déjà de la presse à cuisses en rappel dans la semaine? Ok. Donc, on fait une séance cuisse où on fait squat et presse, ce qui est couramment fait. Et puis, dans la semaine, plus tard dans la semaine, on fait un rappel sur la presse à cuisse. Et peut-être on peut en profiter pour rappeler ce qu'est un rappel, sans jeu de mots. Parce que je pense que beaucoup de monde se méprend sur ce qu'est un rappel et fait une deuxième séance au lieu de faire un rappel musculaire. Voilà, si tu veux, vas-y. Bon, le rappel, je te laisserai l'expliquer parce que je te sens chaud sur le rappel là. Non, mais, non, mais je trouve que c'est. Et même moi, quand j'ai commencé en salle, c'est quelque chose qui est assez Ouais, mal compris. Voilà. Il y a ouais, faire ouais, une ouais, ouais. séance et faire un rappel et je pense qu'on peut le nuancer. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que de faire squat et presse, bah, c'est un mouvement qui est assez proche pour moi, je trouve. Et je partirais plus sur des fentes ou d'autres mouvements qui sollicitent un angle complètement différent les cuisses que faire squat et presse. Et puis généralement, quand on a fait une bonne séance de squat, derrière, on est plutôt fatigué pour pouvoir faire une bonne séance de presse. Donc faire du squat et de la presse dans la même séance, moi je trouve que c'est pas hyper productif, du moins pour la presse. Voilà. Moi je suis pas fan de la presse, mais bon ça c'est perso. Mais moi je couperais en deux, c'est-à-dire que je ferais pour le coup si la personne fait deux séances de cuisse, enfin, dont un rappel, je ferais une séance de squat. Après, je sais pas, des ischios ou autre chose. Et puis la deuxième séance, je ferai de la presse avec d'autres muscles périphériques ou autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionnerais. Je pense pas que ce soit super optimal de faire squat plus presse juste derrière. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Après, je sais pas toi ce que tu en penses, mais, euh, Et mais voilà. pour le rappel, tu ferais quoi? Tu ferais un rappel en plus des séances? Comment tu agencerais ça? Tu ferais un rappel cuisse ou tu ferais une deuxième séance cuisse plutôt, du coup? Bah, moi, le problème, c'est que je fais pas de rappel en soi. Oui, Tu tu vois. fais. Ouais. Moi bah, vous le savez, hein, je travaille en half body, c'est une fois le haut, une fois le bas, une fois le haut, une fois le bas. Ce qui fait qu'à chaque séance, en fait, je change d'exercice. Donc, c'est pas des rappels pour moi, c'est une séance à part entière. Et c'est justement parce que, par exemple, on reprend l'exemple du squat. Si par exemple le lundi je fais que du squat et puis un petit peu d'ischio, un peu de mollet, et ben le mercredi, donc 2 jours après, je vais faire autre chose que du squat. Mais je vais faire par exemple des fentes. Mais du coup, ça me permet de me donner à chaque fois à fond sur chaque mouvement polyarticulaire de base. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que ça me permet d'avoir un volume en fin de semaine, une intensité en fin de semaine qui serait beaucoup plus importante que si j'enchaînais par exemple squat, presse, parce qu'à la presse déjà tu as plus de fatigue, donc déjà tu pousses moins lourd. Et au final, tu referais les cuisses avec un petit rappel où je suis même pas sûr que tu stimules suffisamment de tes muscles en fin de semaine. Donc au final, ton volume de travail, ton intensité de travail, elle est, à mon avis, pas aussi optimum que si tu faisais, comme je fais moi, par exemple, du half body. Voilà. Bon, moi, c'est ma vision, c'est ma méthodologie, mais bon, ça se discute, quoi. Explique-toi peut-être ça s'appelle le rappel, parce que c'est vrai que moi, c'est une chose que j'utilise pas. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé vraiment de rappel, mais ça serait intéressant de voir toi comment tu l'utilises, par exemple. Bah, en fait, moi, quand j'ai démarré dans les salles de musculation, on faisait des programmes et on appelait rappel, et c'est ce que beaucoup font. Vraiment, le fait de refaire le même muscle une deuxième fois, mais parfois en poussant lourd, en faisant des séries de 10-12 avec une intensité conséquente sur des exercices de base, ce qui au final pour moi revient à travailler le muscle une deuxième fois et à faire une deuxième séance parce que tu rajoutes un traumatisme supplémentaire. Or, un rappel, normalement, c'est pas selon moi, mais selon ma référence de base qui est pour le coup Gundil et la méthode de Lavier. Voilà, sur l'entraînement, c'est vraiment sur ça que je me base parce que voilà, je pense vraiment que il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment la base. Qui est le but de faire un rappel, ce serait plus d'accélérer la récupération, d'aider à accélérer la récupération, éventuellement d'aider à accélérer le travail d'un point faible
justement les points faibles récupèrent moins bien, donc en l'aidant à plus récupérer, mais aussi en refaisant un exercice d'isolation pour améliorer la connexion cerveau-muscle et toujours ce recrutement, voilà, faire un travail de fond sur le long terme, mais ce serait vraiment plus pour booster la progression d'un muscle et refaire des séries plutôt longues, mais pas pour rajouter un traumatisme. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, Là, c'est très clair. voilà, le C'est but, un peu comme le principe du recrutement moteur aussi. Le but, voilà, voilà, c'est d'amener pas mal d'influx sanguins et tout ça dans le muscle sans le fatiguer forcément. Voilà, pour lui dire, c'est écoute, ça. Et aussi, l'avantage, c'est de tenir compte du fait que la récupération nerveuse étant la plus difficile, en évitant de refaire tout de suite, 3-4 jours après, un exercice lourd sur le même muscle, tu fais plutôt des séries longues. Exemple, j'aime beaucoup utiliser les séries de 20, par exemple. Eh bien, musculairement, ça va t'épuiser, mais si tu fais une série de 20 sur du vis-à-vis, par exemple, nerveusement, tout va bien, quoi. Je veux dire, tu n'es pas dans la même configuration que si tu fais un développé de malade en série de 6 ou de 8. Voilà, donc pour moi, le but d'un rappel, c'est plutôt ça. Et du coup, le terme rappel prend plus son sens ouais. que faire une deuxième séance, quoi. Après, tu peux, comme toi, faire une deuxième séance. Mais ce que je trouve super bien sur les cuisses, d'ailleurs, de faire 2 séances, surtout quand on a du mal à en prendre. Mais, euh, mais voilà pour le rappel. Ok. Voilà. Donc après, sinon, je suis assez d'accord sur ton avis du squat et de la presse. La seule chose, je trouve, c'est que sur la presse, on peut assez facilement faire des séries longues parce que la posture, tu n'as pas de souci de dos. Ouais. C'est plus en confort. Ouais, donc moi, j'aime bien sur la presse plutôt, pour le coup, hormis de rare cas, faire des séries plus longues, des séries de 20, ça met moins de pression. Tu charges moins comme un malade ça met moins de pression sur la colonne. Et puis, t'as moins tu peux alterner du coup plus d'exercices. Voilà. Ouais. Il faut pas oublier aussi le piège aussi à la presse, c'est l'amplitude. Parce Ouais, que on est souvent pris par notre ego et on veut toujours mettre de plus en plus lourd avec des flexions qui sont à la fin presque ridicules. Et il ne faut pas oublier que l'étirement que vous infligez aussi à votre muscle fait partie aussi des facteurs de croissance avec la charge, avec plein de choses. Mais l'étirement est aussi une chose d'importante. C'est vrai qu'à la presse, je vois beaucoup de gars qui font des quarts, voire des demi-flexions. Et malheureusement, ouais, vous mettez très lourd, mais est-ce que c'est aussi bénéfique et efficace pour vos fibres musculaires sur la cuisse? Là, c'est un petit peu moins sûr. C'est pour ça que moi, je suis fan des fentes, puisque on peut descendre plutôt bas et en plus ça crame pas trop le système nerveux justement les fentes parce qu'on est justement on est que sur une jambe, on n'a pas tout le corps, on doit pousser tout le corps en même temps, on est sur une jambe, donc du coup on traumatise vraiment la cuisse avec une bonne amplitude sans pour autant cramer notre système nerveux. Donc moi je trouve pour ça que je suis plutôt fan des fentes. d'accord. Donc voilà, À toi. à moi alors. Alors, les questions. Alors, ça, c'est une question plus spécifique à moi. La patate douce en crêpe, c'est vraiment diète ou il faut pas en abuser? Voilà. Love Cœur, Chris. Bon, là, c'est Peter McCallaway, 69. Bon, déjà, il a 69 dans son truc. Et il me fait un Love Cœur. Donc, voilà. Format Donc, cadeau. grosso modo, en fait, voilà. Ouais, c'est bien. En fait, il demande si en fait on peut manger des crêpes de farine de patate douce au régime, hein, est-ce que c'est diète, donc voilà. Donc si tu veux développer, vas-y. Ouais, je vais faire court parce que c'est quand même ta spécialité. Donc le top, ça serait que ça soit toi qui explique. Mais il n'y a absolument aucun problème. Il faut rappeler que la patate douce, c'est un index glycémique très bas, ça a même une charge glycémique très basse, ce n'est pas une céréale, donc il n'y a pas d'acidité, c'est plein de vitamines et minéraux. Et il n'y a que des avantages à en consommer en tant que glucides. C'est dénué, si on enlève la peau, surtout d'antinutriments par rapport aux céréales. Enfin voilà, pour le coup, il n'y a que des avantages. Après, ça reste des calories comme tout, des glucides. Donc il faut calculer en fonction de ses besoins et de sa diète. C'est pas en illimité full comme ça. Mais on peut en consommer sans aucun problème. J'en ai consommé jusqu'au jour de ma compète, toi aussi, tous nos athlètes aussi, tous nos clients en sèche. Enfin, voilà, c'est absolument aucun problème. Au contraire, c'est même
bénéfices, mais tu vas mieux développer que moi les autres points. Ouais, non, mais après, c'est toujours pareil, c'est un principe de base qu'on oublie souvent. On dit, ouais, mais est-ce que cet aliment est diététique? Alors, si vous entendez quelque chose, un bruit, c'est mon chien qui se gratte. Hein, donc, il est très discret. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, hein, c'est que du moment que ça rentre dans vos macros, que vous avez suffisamment de protéines, déjà, vous avez une base qui fait que voilà, tout va bien. Donc, il n'y a pas vraiment d'aliments interdits. Alors, évidemment, quand on prépare une compétition, qu'on arrive vers la fin, ça devient un peu plus compliqué hein, parce qu'on part dans des régimes extrêmes. Donc, c'est vrai, là, c'est plus délicat. Il faut absolument des aliments qui soient riches nutritionnellement et en micronutriments. Bon, ça tombe bien parce que la patate douce ou la farine de patate douce est riche en minéraux, en vitamines, en fibres et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Et les œufs aussi, notamment le jaune d'œuf. Donc oui, c'est totalement diététique. Voilà. Après, du moment que ça rentre dans vos macros enfin voilà, dans vos calories, que ce soit pas un excédent de calories, franchement, il n'y a aucun souci. Voilà. Ne prenez pas trop la tête avec ça. Ok, on a fait le tour. Ouais. Allez, j'adore cette question. C'est très intéressant, on n'en parle pas souvent. Quelle est la différence entre un homme et une femme au niveau de la musculation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'un homme ou une femme doivent s'entraîner différemment? À toi de jouer. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce que, alors, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, il faut savoir qu'une femme a une capacité de récupération qui est un peu plus élevée qu'un homme. Tu vois, une femme, ça récupère généralement 2 fois plus vite qu'un homme. Et ça, dans les programmes d'entraînement, tu vois, par exemple, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? bah, c'est plus ou moins hormonal déjà. Et puis, je pense aussi que bah, il y a un phénomène hormonal et je pense qu'en plus, bon, à part quelques cas extrêmes, mais généralement les femmes aussi se fatiguent moins nerveusement aussi, je pense, tu vois, parce qu'elles travaillent moins lourd qu'un homme. Et D'accord. je pense que ça aussi, ça joue. C'est un facteur aussi. Alors, il y a plein de réponses hormonales derrière, hein, mais je pense que ça aussi, ça joue, tu vois. Le fait qu'une femme, alors attention, je sais pas c'est juste une généralité parce qu'il y a quand même moi je connais des femmes qui s'entraînent, attention, ça rigole pas, quoi. Donc, je pense qu'elles se crament aussi nerveusement et tout, mais généralement, une femme se crame un petit peu moins nerveusement déjà, tu vois. Donc, elles ont une capacité de récupération qui est plus grande et ce qui fait que moi, je pense que le full body pour une femme, c'est génial parce que pour le coup, elle récupère vraiment beaucoup mieux que nous, tu vois. Et ça, je trouve que le full body pour une femme, c'est plutôt pas mal. Euh, Ensuite, au niveau de l'entraînement, pareil qu'un homme, généralement, les femmes, vous avez aussi des zones musculaires préférentielles par rapport à un homme. Donc, c'est sûr que vous êtes peut-être faire beaucoup moins les pecs qu'un homme et vous allez axer plus vos entraînements sur les fessiers. Un homme, ça axe rarement son entraînement sur des fessiers, ça va être ses cuisses. Les fessiers vont intervenir aussi, mais il y a assez peu d'hommes, par exemple, qui font du hip thrust. Il y en a, mais assez peu. Même moi, je vous dis franchement, ça me fait souvent chier de faire du hip thrust. Tu vois, même si je trouve ça un exercice excellent pour les fessiers. Donc, je Bien. pense que aussi, voilà, l'entraînement va aussi changer par rapport au choix des muscles exercés, au choix esthétique qu'on veut avoir. Donc, voilà, donc la récupération, elle est différente et le choix esthétique des muscles est aussi un peu différent. Et c'est vrai que généralement, les femmes aussi travaillent peut-être un petit peu moins lourd que les hommes. Peut-être qu'elles ont des articulations peut-être un petit peu moins robustes qu'un homme. Bon, ça a discuté parce que, voilà, encore une fois, il y a des cas particuliers. Moi, je vois des femmes qui poussent. Moi, je me suis déjà entraîné avec Nora, mon athlète. Voilà, quoi. C'est moi qui la suis, quoi, tu vois. Donc, Ah, elle est un peu musclée quand même. voilà, un peu musclé. Mais encore une fois, voilà, c'est pas trop de généralité, c'est comme ça. Vas-y, je te laisse continuer. Je vais juste voir Bob. Vas-y. Alors, bah, j'avais une question à te poser sur ça, mais j'attends que tu reviennes. Euh, je pense que effectivement, tu as raison sur le fait que hormonalement, on est un petit peu différent, ne serait-ce que déjà aussi au niveau du stockage du gras. Donc, il y a des zones chez les femmes sur lesquelles on va plus accentuer le travail. Après, avant que je fasse ma réponse, je voulais revenir avec toi sur un point, c'est que, et en même temps donner ma réponse, c'est que je ne fais pas du tout travailler les pectoraux et l'avant d'épaule chez les femmes, l'avant d'épaule déjà rarement chez les hommes, mais encore moins chez les femmes, et pas du tout les pectoraux parce que, selon moi, donc voilà, la posture d'une femme étant déjà par rapport à celle d'un homme relativement vers l'avant par rapport au poids de la poitrine, bien qu'il y ait des femmes qui n'aient pas du tout de poitrine, mais quand même, et ben, ça ne fait qu'accentuer cette posture un peu gorille et qui, pour le coup, n'a rien de féminin.
En plus, le travail des pectoraux n'ayant aucun impact sur les seins, contrairement à ce qu'on peut dire, ça, à la limite, ça pousserait vers l'avant, mais ça remonterait pas les seins ou ça les raffermirait pas. Pour moi, ça n'a rien de positif pour une femme, hormis si elle veut faire des compètes de bodybuilding, mais pour une bikini, fitness ou physique classique. Donc, je ne le fais absolument pas. Qu'est-ce que tu en penses? Puisque Ouais. ça rejoint la Ouais. question. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que bah, le travail des pecs chez une femme, alors pas du tout en faire. Moi, c'est vrai que j'en faisais pas faire, tu vois. Après, bon, si la personne fait juste un petit exercice, d'écarter machin, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que le problème, et chez les hommes, c'est pareil, hein. En fait, le devant d'épaule est tellement sursollicité par, bah, déjà pour travailler les pecs ou dans le quotidien, on lève toujours comme ça. Et en fait, il y a un gros déséquilibre entre l'avant de l'épaule et l'arrière de l'épaule. Et et l'histoire des seins, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça prend du poids, ça tire. Donc, en fait, le but, c'est de tirer en arrière et de faire tous ces exercices en fait, de postérieur, en fait. Et c'est vrai que en musculation, c'est toujours plus intéressant de travailler 2 fois plus de muscles postérieurs qu'antérieurs. On l'avait dit déjà dans la vidéo, mais voilà. Et ça regroupe pareil. Et après, comme j'expliquais, voilà, c'est une question d'esthétisme aussi. Et c'est vrai qu'un homme et une femme n'a pas les mêmes esthétiques. Donc, il y aura forcément des subtilités à avoir. Après, ça ne veut pas dire qu'une femme doit s'entraîner cool à la cool et pas forcée. Non, pas du tout. Hein, voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir des résultats, il va falloir mettre de l'intensité et D'ailleurs, du j'ai tourné hier une vidéo sur ça, les idées reçues, à savoir qu'une femme doit forcément s'entraîner léger en série longue, ce qui est totalement faux. Mais en fait, pour moi, la principale différence entre la muscu homme-femme, c'est en fait les muscles qu'on va travailler et pas travailler. C'est-à-dire qu'une femme, on va éviter pour la plupart de travailler trop les trapèzes supérieurs parce que ça va masculiniser, de travailler trop. En fait, toute cette zone avant d'épaule, trapèze supérieur et poitrine, et on va plus axer sur milieu d'épaule, plus les dorsaux que les trapèzes et plus ischio-fessier, un peu plus que quadri, mais quadricier, plus abducteur et adducteur plus que les femmes. Voilà, je pense que c'est plus sur la répartition des muscles. Après, ce qui marche pour les deux, de toute façon, c'est de s'entraîner avec intensité et de faire progresser les charges et au fur et à mesure de son évolution. Voilà, c'est la base. yes, super. Voilà. À toi. Alors, pourquoi certains reviennent toujours vers un poids gras ou une peau épaisse alors que d'autres font varier comme ils veulent? C'est toujours Peter McClaway qui m'avait fait deux questions. Donc, pourquoi revient. Ah oui, donc en fait, pourquoi il y a une différence? En fait, pourquoi il y en a certains qui reprennent très rapidement du gras avec une peau épaisse alors que d'autres font varier comme ils veulent? Vas-y, j'ai parlé longtemps juste avant, à toi. Alors, ça, c'est intéressant. En fait, il faut vous expliquer une chose, hein, c'est que on a des métabolismes plus ou moins en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a il y a des métabolismes en fait qui s'adaptent extrêmement vite. Et ça pose problème. C'est très courant chez les femmes, un peu moins chez les hommes, même si ça arrive aussi. C'est que on a des métabolismes où ils s'adaptent lentement. Et ça, c'est génial parce que quand on est en sèche, ça veut dire que quand vous allez baisser les calories, votre métabolisme il va pas s'adapter à ces calories-là, il va rester assez élevé en fait. Et chez d'autres personnes, le corps, dans un moyen de défense, va s'adapter tout de suite. Dès que vous baissez un peu les calories, il s'adapte à ces nouvelles calories. Et en fait, après, c'est une course où on doit toujours baisser les calories, mais le corps aussi s'adapte très très vite. Et quand on a un métabolisme comme ça qui s'adapte très très vite, la perte de poids est difficile. Mais ça va aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que généralement, quelqu'un qui perd du poids, qui a du mal à perdre du poids, le fait que son métabolisme aussi peut s'adapter, qu'on remonte les calories, je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, voilà, il y a des métabolismes en fait, qui s'adaptent plus ou moins vite. Du coup, ce qui fait que il y a aussi des personnes qui prennent du gras plus ou moins vite quand ils remontent les calories après une compétition. Après, tu as l'effet rebond. Après, il y a plein de facteurs derrière. Qu'on a fait un régime strict, par exemple, généralement, votre corps, il fait tout pour compenser. Donc, ça peut être des crises de boulimie, hein, tout simplement. Ça peut être plein de cas différents. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Mais dites-vous que plus votre régime sera strict et plus il y a des chances derrière que pour votre corps fasse compenser et qu'il vous fasse reprendre le poids que vous avez perdu, voire peut-être 10% de plus, parce qu'il se dit, attends, la prochaine fois, Coco, tu m'as fait mal, la prochaine fois que tu me fais ça, moi, j'anticipe, je fais stocker encore un petit peu plus, comme ça, il y a de la marge. Ouais. Je
pense il y a une des principales erreurs peut-être qui est faite dans ces cas-là, c'est d'être trop brusque sur les changements de diète, à savoir remonter trop vite les calories ou les descendre trop vite, qui peuvent répondre à sa question. Si tu sais que tu as tendance à prendre du gras facilement, tu ne vas pas passer de 2000 calories à 3000 en une semaine. C'est une grave erreur. Il faut y aller par palier. Il y a le fait de couper complètement les glucides, comme tu l'as dit, qui va détruire ta sensibilité à l'insuline et ta thyroïde et ça va faire mal. Donc, je pense que on est inégaux sur ça, de base, sur le métabolisme et la capacité à prendre du gras ou non. Il y en a, moi j'en ai, il sèche à. J'ai un athlète là, Anthony Tuconi, il est à 5000 calories, il sèche. Il mange 200 grammes de riz pesé cru midi et soir, il sèche. Et il pèse pas 100 kilos, il pèse 4. Il a un fort métabolisme. C'est ça Et qui il est naturel, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Donc, on n'est pas égaux face à ça. Mais par contre, c'est à nous de, justement, n'a pas à aller copier sur les autres et regarder ce qui se passe ailleurs, mais se concentrer sur soi-même. Après, je pense que si c'est bien fait intelligemment, on est tous capables de prendre du muscle en prenant vraiment un minimum de gras et perdre du gras en conservant un minimum de muscle. Mais ça prend plus ou moins de temps selon qui on est. Ouais, et puis apprendre aussi à booster son métabolisme. Ça aussi, ça aussi, c'est un truc qui est important parce que c'est vrai que tout le monde a la phobie, par exemple, des glucides et puis, bah, du coup, on a des métabolismes qui restent relativement bas, qui n'arrivent pas à super bien fonctionner et puis c'est des cercles vicieux et puis on s'en sort pas, quoi. Donc, ça aussi, faut pas avoir trop peur de la phobie des glucides. Voilà, peut-être privilégier plus de glucides, un petit peu moins de lipides et ainsi de suite pour avoir un métabolisme actif. Faire attention aux acides gras polyinsaturés aussi qui peuvent aussi endommager la thyroïde. Enfin, il y a beaucoup de facteurs en fait à prendre en compte pour un métabolisme qui soit actif et qui fonctionne comme une Ferrari et pas comme une deux chevaux, quoi. Ouais, Parce que le ouais, problème, il est là aussi. Moi, j'ai le cas d'une fille là, pareil, elle était tout le temps à 800, 900 calories toute l'année. Elle faisait juste un cheat meal le samedi. Et là, je l'ai fait remonter à 2000 calories. Alors, j'ai fait un palier d'abord, hein. Je l'ai remonté tout de suite à 1500. Et après, toutes les semaines, elle a monté de 100 calories. Et puis, elle a repris même pas 1 kilo. Elle n'a même pas repris 1 kilo. Elle a repris ses mensurations, tout est OK. Même elle est stupéfaite, elle ne revient pas, quoi. Mais voilà, parce j'ai réussi à le faire remonter son métabolisme, à changer plein de choses. Et elle m'a dit, Chris, il m'a changé la vie. Mais ouais, mais en fait, ça faisait des années qu'elle avait une thyroïde dans les chaussettes parce qu'elle s'affamait, parce qu'elle a la phobie des glucides. Et au final, en plus, elle ne progressait plus. J'ai à un moment donné, tu es contre un mur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à te cogner contre le mur ou est-ce que tu fais changer tes habitudes? Donc, c'est ça, quoi. Donc, voilà. alors, question suivante. Alors, alors en fait, c'est une question, mais la personne me l'a affirmé après par la suite, donc Ouais. il va falloir être solide si on n'est pas d'accord avec lui. Ok? Malheureusement, cette semaine, je suis désolé, j'ai pas noté les noms de ceux qui ont posé les questions, je m'excuse. Le fructose pose-t-il un problème au foie à partir d'une consommation de 50 grammes par jour? Donc moi, j'ai répondu à cette personne, on va répondre ensemble, je donnerai mon avis, et elle m'a envoyé des études pour me dire que voilà, j'avais tort. Je te laisse commencer. Non, mais déjà, j'aimerais bien qu'elle me montre les études déjà. Parce que le problème, c'est que balancer les études, c'est bien, mais en fait, il faut les étudier après les études. Il faut voir dans quel contexte ça a été fait. Ça a été fait chez l'homme, ça a été fait chez les rats. C'est Parce ça. que c'est pareil, tu vois. En fait, le problème souvent du fructose, ça a été fait par Lustig, justement, qui avait fait des recherches dessus, et qui avait fait ça en fait sur les rats. Et en fait, il avait vu que la conversion du fructose en graisse chez les rats était de 40%. Donc, c'était vraiment énorme. Sauf que chez l'homme, elle est que 2%, tu vois, 2%, tu vois, donc c'est très faible. Voilà. Et le problème, c'est que quand elle a sorti cette étude-là, tout le monde a commencé à avoir la phobie du fructose, des fruits, enfin, bref. Et c'est devenu la guerre contre les sucres. Et encore, il y a beaucoup de polémiques d'ailleurs là-dessus. Moi, j'en vois encore pas mal des polémiques, et polémiques même sur des nutritionnistes, hein. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, mais en fait, il faut toujours reprendre les études de base qu'il y a eu et étudier ces études-là et pas faire des raccourcis et voilà. Donc, moi, je suis forcément pas d'accord, tu vois. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu as aussi le type d'individu qu'il y a eu? Est-ce que ce sont des sédentaires? Est-ce que ce sont des gens qui se dépensent pas, qui sont pas actifs?
Nous, chez nous, sportifs, si vous n'êtes pas en surpoids, que vous êtes sportif, que vous bougez, vous êtes actif, que mangez d'une manière plutôt saine, franchement, vous pouvez manger autant de fructose, entre guillemets. En fait, même sa question, vraiment, elle est spécifique, hein, parce que c'est des problèmes au niveau du foie, tu vois. Et en fait, c'est là où Ouais, moi, j'ai pas compris le rapport. Je pense qu'il y a eu un mélange dans la compréhension, c'est que le fructose, il est en premier métabolisé par le foie, il est utilisé c'est pour ça. les réserves du foie C'est et ça. celle du cerveau avant d'aller dans les muscles. Et je pense que là, il s'est un petit peu mélangé dans ses explications, c'est que quand les réserves niveau glycogène sont pleines dans le foie et dans le cerveau, ensuite le fructose va ailleurs. Mais il va en premier dans le cerveau et dans le foie. Alors, je vais même vous dire un truc, hein, c'est que quand vos réserves hépatiques, donc vos réserves de glycogène, enfin du glycogène, de glucose dans le foie sont au taquet, c'est très bon signe en fait. C'est bon signe. Un foie qui manque de glucose, c'est pas génial. Hein. Voilà, je vous le dis, hein, c'est pas génial, contrairement à ce qu'on Comme croit. le cerveau, comme tous les organes Comme tous pratiquement. les organes. On dit souvent que les glucides sont pas indispensables parce que c'est vrai que le corps est capable de convertir les graisses ou les protéines en glucose, mais en réalité, le glucose est indispensable, notamment rien que pour notre cerveau. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est que notre corps a des plans B pour convertir, en fait, justement, quand justement il n'y a pas de glucides. Il a un plan B pour convertir en glucose, mais c'est pas optimal. Tu vois, Hmm. pas optimal. C'est pour ça que moi, je suis pas fan des diètes cétogènes et que je suis pas fan de tous ces régimes hypoglucidiques, mais parce que votre corps, il passe en plan B. Et je pense pas que d'une manière voilà, optimale pour votre santé, surtout sur le long terme, ça soit génial, en vrai. Tu vois. Donc voilà. Donc après, voilà, il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a beaucoup de trucs, mais alors, par exemple, on prend le cas des fruits, qui me sortent les études sur le fruit sur l'homme pour bouffer des fruits. Sur le foie, je vois vraiment pas comment même une étude pourrait prouver un impact nocif. Enfin, je n'arrive pas à voir le raisonnement après. Moi, j'ai d'autres études par rapport à ça qui sont plutôt où le fructose et les fruits notamment sont même plutôt bénéfiques pour le foie. Donc Ouais, c'est ouais, fou. ça m'étonne pas. Donc après, voilà, il faut voir les études, il faut voir si ça a été déjà réalisé sur l'homme, quel type d'individu ça a été fait, parce que souvent, quand on fait des études, c'est ou sur des gens qui sont déjà en surpoids, malades, sédentaires, qui ne bougent pas, qui ne sont pas actifs. Waouh, ça fait beaucoup de choses, alors que chez les sportifs, accrochez-vous. Hein. Et qui a Chez un financé sportif, l'étude aussi? hein. Qui a financé l'étude aussi, tu vois? Oui, bon, t'as ça aussi, ouais, t'as Et tellement de choses en fait. C'est pour ça que c'est, qui ouais, produit c'est Oreo. pour ça que, ouais, c'est pour ça que c'est, bon, tout ça, il y a tellement de choses à voir que voilà. Mhm. Allez, à toi. Question suivante. Alors, il y a Albandome 63. Entraînement d'un point faible 2 jours d'affilée. Il me pose la question, est-ce qu'on peut faire un entraînement d'un point faible 2 jours d'affilée? Alors, selon moi, non. En split, c'est pas possible. Un split, c'est pas possible. Mais même, en fait, le problème d'un point faible, donc il y a deux, pour moi, il y a deux points faibles. Il y a celui qui n'est pas un réel point faible, mais qui l'est devenu parce que tu le négliges à l'entraînement, que ta technique n'est pas bonne ou que tu n'as pas les bons exercices. Donc en fait, c'est simplement un problème de programme et de réflexion. Et il y a le point faible génétique, le muscle est court, il se recrute mal, les fibres, voilà, comme moi les pectoraux par exemple, tu vois. Euh, Or, lorsque c'est vraiment un point faible, la capacité de récupération du muscle en question est limitée par rapport aux autres. Donc pour moi, si tu parles de 2 vraies séances à la suite sur 2 jours de suite, ça va être pire, ce sera encore pire, enfin tu vas aggraver la situation. Si après tu parles de faire un entraînement intensif, par exemple le lundi, et faire ce que je faisais à l'époque il y a longtemps avec Yves Gasser, je ne sais pas si tu as connu, Oui, oui, oui. très très bon d'ailleurs, il m'a appris beaucoup beaucoup de choses en entraînement, il suivait beaucoup Gundil, mais il était très très bon. Donc qui faisait faire par exemple le lundi les pectoraux et le lendemain du vis-à-vis vraiment par exemple très léger à la poulie en série de 30 pour faire vraiment un recrutement moteur et accélérer la récupération. Alors là, éventuellement, je le vois. Mais d'une autre manière, non. Ok. Voilà mon avis à moi.
Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, tu es dans un schéma de split routine. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Hmm. C'est vrai que dans un schéma de split routine, si vous faites le lundi, bon, on va prendre les pecs, hein. Si vous faites le lundi les pecs et que vous annihilez les pecs, c'est sûr qu'il va falloir plusieurs jours pour récupérer. Et c'est sûr que ça sera très compliqué de faire une séance le lendemain, d'une parce que vous allez avoir des courbatures assez fortes, et puis qu'en plus vous serez fatigué, crevé, puis vous allez pouvoir sortir dans les pecs parce que vous serez tout simplement crevé. Et là, en fait, c'est un problème de récupération. Et on le sait que le facteur limitant de musculation, c'est la récupération. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Si le lundi, vous faites juste un exercice de pec, le lendemain, vous faites un exercice d'isolation, le surlendemain, vous faites un autre exercice de pec. Bref, que vous analysez, enfin, vous n'allez pas détruire votre pec le lundi, vous allez faire juste un exercice pour suffisamment le solliciter, mais sans entacher la récupération. À ce moment-là, vous pourrez le lendemain refaire les pecs ou refaire les bras ou refaire les jambes, tout ce que vous voulez. C'est le principe d'ailleurs du full body, hein. C'est Ouais. totalement le principe du full body. Voilà. Là, dans cette optique-là, c'est possible, mais parce que vous n'avez pas enchaîné 5 exercices de pec le lundi, Hmm. évidemment. Si vous faites les 5 exercices de pec, vous les répartissez dans la semaine, évidemment, la récupération n'est pas la même. Et là, oui, c'est possible. Donc, encore une fois, ça va dépendre dans quelle structure vous allez partir, quoi. C'est toujours pareil. Si vous partez dans une structure de split, ça va être très compliqué parce qu'il y a un problème de récupération derrière. Après, si vous en faites juste un tout petit peu chaque jour, ah là, ça change la donne. Ça change la donne. Pareil, bien sûr. C'est plus pareil. Voilà. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire attention. Les deux sont possibles, en fait. Les deux sont possibles. Après, il faut tester, il faut voir ce qui vous réussit le mieux, mais voilà. Donc, c'est possible, mais dans un cas particulier, ce qui est plus du full body, où tu vas pas jusqu'au moins au bout. Voilà. Et tu gardes même des répétitions de réserve. Ça s'appelle les rires. D'accord. On garde, par exemple, 2 ou 3 séries de réserve, répétitions de réserve, justement pour pas aller à l'échec de l'échec et entamer le processus de récupération. Voilà. Ça marche. Bon, je pense qu'on a bien répondu. On est à combien de temps? Encore une question et puis on termine. Allez, qu'on ne fasse pas un truc trop long. Alors, dernière question. Expliquez l'indice PRAL Ah, et le concept de basifiant acidifiant. mm, mm. Ok. Tu veux en parler? Vas-y. Tu veux pas te mouiller, salaud. Oh, Alors, en fait, en, juste, en- en fait, un Distral, c'est pour mesurer l'acidité d'un aliment, s'il est basique ou acide. D'accord? C'est par rapport au pH et au niveau sanguin. Donc, on sait par exemple que tous les fruits et légumes sont plutôt basifiants et tout ce qui est céréales et protéines, c'est plutôt acidifiant. Les graisses étant plutôt neutres. Voilà. Et il y a des théories là-dessus qui montrent qu'il faudrait plutôt équilibrer en fait l'acido-basique pour notre santé. Voilà, parce que l'acidité, on va dire l'acidité chronique, par exemple, ça aurait des incidences notamment sur les os, l'ossature, tout ça. Alors là-dessus, je suis assez prudent parce que notre corps, pareil, régule très très bien notre acidité parce que c'est vital pour lui. Et le système homéostasie régule plutôt très bien l'acidité dans le corps. Voilà. Donc, moi j'ai des très grands professeurs là-dessus qui disent que c'est carrément de la foutaise. Voilà, carrément. Ils disent que le corps régule très bien, que c'est pas très grave en soi. Moi, je suis plus mitigé. Je pense que voilà, consommer suffisamment de fruits et légumes, de toute façon, c'est bénéfique pour plein de choses. Donc voilà, ça a discuté. J'ai pas d'avis hyper tranché là-dessus. Je suis désolé parce que voilà, j'ai différents sons de cloche. Et voilà, il y a des choses comme ça. Je suis pas littéralement tranché. Je ne pense pas que bouffer par exemple céréales, viande tout le temps et sans manger de fruits et légumes, ce sera sain pour la santé. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Maintenant, ce fameux théorie sur ce qu'il faudrait absolument basifier et tout, parce qu'après on part aussi dans des extrêmes où les gens veulent bouffer que basique, quoi, tu vois. Et là, je trouve que ça va un peu dans l'extrême parce que de toute façon, pour digérer par exemple des protéines, il faut être au niveau de l'estomac, il faut être dans un environnement plutôt acide. Tu vois, donc voilà, il faut quand même relativiser certaines choses. Attention aux extrêmes, à pas tomber dans les extrêmes, c'est ce qui se passe souvent. Comme là, il y a beaucoup de polémiques sur le sucre, machin, parce que certains coachs ont dit non mais c'est bon, vous pouvez manger un peu de sucre ou de la glace avant de se coucher. Et là, c'est parti dans les trucs. Ouais, mais bon, on dit pas compte. Mais en fait, toute une question de dosage. parle pas de la glace avant de se coucher, on va se battre. Ouais, mais en fait, toute une question de dosage, tu vois. C'est toujours pareil, quoi. Donc,
Encore une fois, voilà, trouver le juste équilibre, le juste dosage, et je pense que là, voilà, vous serez pas loin de la vérité. Je t'en prie, tu as un truc par rapport à ça, par rapport à l'acidité, et au côté Ouais, basique. alors pour le coup, je suis pas trop d'accord avec tout ce que tu as dit. Selon mon avis et mon expérience et mes recherches, pour le coup, je me suis assez penché sur le sujet. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et que je suis un expert mondial en acidité, mais ça m'a beaucoup intéressé parce que déjà, j'ai été victime de l'acidité, entre guillemets, notamment lorsque j'ai eu testé les régimes cétogènes à l'époque. J'ai eu vraiment des crises d'acidité, des crises de l'acidose, pour le coup, vraiment marquées, hein, vérifiées avec un médecin et les tests nécessaires. Et que au fil de ma carrière, entre guillemets, même si je suis encore jeune, j'ai rencontré beaucoup de clients avec des problèmes similaires, des symptômes similaires à ceux que j'avais rencontrés moi. Et que en discutant à la fois avec des spécialistes en ostéopathie, un spécialiste en ostéopathie proche de moi qui est vraiment très bon, et des médecins, je me suis rendu compte que lorsque toutes les merdes, entre guillemets, se développent dans un terrain acide, à savoir, par exemple, les maladies, les cancers, les bactéries, les tendinites proviennent souvent se développent souvent en milieu acide si on a trop d'acidité. Les ballonnements, mauvaise digestion, enfin bref, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut un équilibre et que c'est totalement ridicule d'enlever toutes les sources acides et de chercher basique, basique à tout prix. Par contre, il faut un équilibre, je pense, dans les deux sens. Et le problème, c'est qu'avec l'alimentation actuelle, moderne, entre guillemets, toutes les céréales complètes, les oméga 6 et dans notre milieu, le nombre de protéines qu'on consomme, eh ben, on a tendance à être plus sur l'échelle de l'acidité que sur celle du basique. Plus le stress, plus l'entraînement qui rend assis acide. Faut pas oublier ça. Et une des choses, expérience de ma propre vie qui me fait dire que l'acidité, c'est très mauvais, c'est que, enfin, c'est pas que mon expérience, beaucoup de monde l'ont vécu. Tu as beaucoup de gens quand même qui, suite à un stress vraiment important, par exemple la perte d'un proche ou vraiment un événement important, ils ont tout perdu, se provoquent un cancer, se développent un cancer. Et de ce que j'ai cherché et discuté avec des médecins, des spécialistes, ça provient souvent hormonalement, chimiquement, du fait que le taux de stress, de dépression est tellement haut qu'il y a un terrain très très acide qui fait proliférer les cellules cancéreuses et qui les aide à se développer. Après, il faudrait qu'un cancérologue explique plus en détail. C'est vraiment sommaire. Je ne suis pas un expert en cancérologie. Mais voilà, donc ça me fait dire quand même que il y a des symptômes d'acidité auxquels il faut prêter attention et il faut quand même faire attention dans la vie de tous les jours à respecter quelques, quelques règles, quelques consignes, mais qu'à la fois tu conseilles quotidiennement toi aussi pour éviter d'avoir trop d'acidité. Voilà. Ouais, alors en fait, c'est en fait les causes par exemple d'un cancer sont multifactorielles souvent, tu vois. Donc c'est difficile de dire par exemple bon bah c'est parce que la personne était acide. À savoir que le corps de toute façon par le système homéostasie rééquilibre toujours de toute façon quand il y a trop d'acidité par exemple, tu vois. C'est des trucs d'équilibre. Donc après voilà, c'est très difficile aujourd'hui par exemple d'attribuer tout à l'acidité. Alors peut-être que ça y joue, bien sûr, tu vois. Mais là, comme tu as dit, tu as le facteur stress, tu as le facteur peut-être hygiène alimentaire aussi, tu vois, qui est pas bonne. Enfin, tu as tellement de facteurs, pollution, enfin, voilà, il y a tellement de facteurs qui font que. Donc, c'est vrai que c'est difficile de tirer un truc. Après, encore une fois, et on est tous les deux d'accord par rapport à ça, encore une fois, on préconise toujours de manger suffisamment de toute façon de fruits et légumes, ça c'est clair. D'avoir une alimentation le moins industrialisée possible, le moins d'aliments transformés possible. Et que de toute façon, même si des fois on peut avoir quelques divergences ou quelques opinions un peu différentes, et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce podcast, c'est que des fois on n'est pas tout le temps oui, 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 t'as raison, oui, oui, t'as raison. Au contraire, c'est que non, mais c'est super intéressant parce que du coup, les gens, ils n'ont pas qu'une vision des choses. C'est ça qui est génial, c'est que on n'est pas là pour être un genre de gourou en disant il faut faire comme ça et pas autrement. Aujourd'hui, vous avez voilà une vision qui est un peu différente, mais malgré tout, on vous dit attention. Aujourd'hui, on sait que l'industrie font des aliments hyper transformés, ça c'est pas bon.
continuer à manger de préférence plutôt des fruits et des légumes, des aliments de qualité et tout ça. Et là, de toute façon, on se rejoindra toujours. Donc, c'est ça aussi qui est important. Donc, voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce Yes. podcast de cette semaine. Et ben, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous faire un retour, à liker et partager la vidéo. J'espère que cette fois, on ne sera pas bloqué, mais on n'a pas parlé de sexe. Ah, mais tu viens de le dire. Ah merde. En fait, quand tu parles de. Il faut dire S-E-X-E. Au moins, tu es sûr de ne pas être. Tu vois. On dit SX. Ok. Bon, allez, ciao. Allez, Ciao. ciao. Bye bye.